Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous présente au nom du collège communal à l'ensemble des conseillers communaux mes meilleurs vœux pour cette année 2024, année particulière, bien entendu, au niveau politique. Que ça n'empêche que vous ayez tous une bonne santé, c'est ce qui compte. Avant de commencer, je vous prierai d'excuser Cécile Clément qui ne sera pas là, ainsi que ma collègue Anne Pierson qui a un décès dans sa famille. Et donc, je pense qu'on peut alors commencer les débats sans plus attendre. Et le point 1, c'est enseignement, communication. Et là, je cède la parole à Laurence. Merci, monsieur le bourgmestre. D'abord, en fait, je commencerai par une excellente nouvelle, la visite du DCO dans notre école de Lénion et implantation, ciné-implantation. Celui-ci, à mi-parcours du plan de pilotage, a félicité l'équipe dans son entièreté pour le travail qui avait été réalisé jusqu'ici. Donc, je rappelle qu'un plan de pilotage, ça dure 6 ans. Nous en sommes ici à la 3e année. Et voilà, c'est avec grande fierté qu'on peut dire que je peux dire que nos enseignants ont vraiment très bien travaillé sur les 3 années qui viennent de se dérouler. Alors, une deuxième communication, elle, vous vous en doutez, elle concerne le nombre d'enfants au 15 janvier. Avec certains encadrements supplémentaires dans certaines écoles. Donc, je vais vous en parler. Donc, à Chevetogne, du côté du maternel, nous avons 22 enfants et encore 5 qui arriveront d'ici la fin de l'année. En primaire, 27, à Versin, en maternelle, 34, plus 1 depuis le 15. Et donc, il y a une augmentation du cadre maternel au 22 janvier. Mais là, on attend encore la vérificatrice, car c'est tout juste. Au niveau du primaire, c'est 42. Du côté de l'Agnon, nous avons en maternelle 59 enfants. Il y a là aussi une augmentation au 22 janvier. Alors, du côté du primaire, nous en avons 85. À Bréban, en maternelle, 16, en primaire, 28. À Sauvet, en maternelle, 22 et 26 en primaire. À Ciney, 50 pour les maternelles et 98 en primaire. Là, il n'y a pas d'encadrement supplémentaire. Voilà, au niveau d'Achen, au niveau du maternel, des maternelles, nous en avons 65 et 75 en primaire. Et puis, à Pessou, 30 enfants en maternelle et 37 en primaire. Au niveau de l'étincelle, et ça vous en doutez, si on prépare déjà septembre, enfin août 2023, bien vous vous doutez que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et en effet, puisque 24, pardon, en effet, l'intégration se termine cette année, et donc il faut s'attendre évidemment à quelques pertes d'emploi au niveau des agents. Voilà. Merci Laurence pour cette communication. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces chiffres? Non. Je vous propose alors de passer au point 2. Procès verbal de la séance du 20 décembre 2023, séance publique approbation. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 3, question orale. Est-ce qu'il y a des questions orales? Marc, on t'écoute. Ma question s'adresse à l'usine de l'énergie. Elle concerne l'extinction de thérapie. Merci Marc. Point 4, PGUI, actualisation, approbation. Je vous demande de reporter ce point parce qu'il n'y avait pas de documentation au niveau de la FARD et du dossier. Pour une raison personnelle, effectivement, l'agent communal et d'ordre privé, l'agent communal n'a pas pu terminer son dossier, et donc je vous propose de le réinscrire à la prochaine séance, donc c'est-à-dire dans un mois. Et d'ailleurs, Nathalie et moi avons rendez-vous demain à 8h30 du matin avec lui pour justement profiter de ce mois complémentaire pour continuer à travailler sur le dossier. Donc voilà, je vous demande un report d'un mois pour ce dossier. Ça va, mais merci pour votre compréhension. Point 5, appel à projet, soutien aux projets supracommunaux, prolongation 2024, décision à prendre. On vous demande là de marquer votre accord sur la prolongation de la convention avec une petite modification, puisque le BEP nous a écrit, et on a reçu le courrier aujourd'hui, par la présente, nous tenons à vous informer que pour cette nouvelle prolongation de la convention, aucune contribution communale ne sera réclamée. Donc il n'y aura plus de montant à verser. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que dans le projet de délibé, on vous demande de rajouter qu'il est par ailleurs proposé
proposé de ne pas appliquer l'article 7 de la Convention relative à l'intervention financière de la commune. Et même chose au niveau de la Convention, on vous demande de rajouter un paragraphe concernant cette bonne nouvelle qu'on a appris aujourd'hui matin. Et donc, je me rappelle que France, à l'époque, avait demandé un retour des PV de réunions supracommunalité. Et je suppose que vous avez vu, il y avait un rapport d'activité. Mais c'est encore mieux que des PV succincts. Ici, le BEP a pris la peine de faire un document de 31 pages. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture des 31 pages, je suppose que vous l'avez faite, mais vous voyez que ça part dans tous les sens. Il y a des réunions qui, à la base, étaient mensuelles, qui sont devenues maintenant trimestrielles. Il y a également des ateliers qui sont organisés, un peu dans différentes thématiques, le culte, la mobilité active. Et donc, il y a toute une série d'engagements que le BEP prend à nos côtés pour 2024 et les années suivantes. Donc voilà, ce sont des rencontres enrichissantes. Quand on est arrivé après les élections, on a directement eu le Covid. Ça a empêché toute une série de relations avec des collègues, avec d'autres collèges communaux et tout ça. Mais je trouve qu'ici, c'est une manière communale de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc voilà, je ne vais pas vous passer le rapport d'activité du BEP en détail. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Mais sinon, je vous demande d'approuver cette fameuse convention du BEP. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 6, pôle territorial, le parc, coordinateur, coordinatrice, lettre de mission, approbation, Laurence. Merci, monsieur le bourgmestre. Bon, c'est une lettre de mission qui est donc adressée aux deux coordinatrices du parc, puisqu'elles sont deux personnes à mi-temps. Eh bien, dans cette lettre, on y décrit leur mission, les priorités qui leur sont demandées. Et puis, voilà, nous avons en fait repris le modèle proposé par le CCP puisqu'il convenait. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 7, un point très important. Ciné Stade Lambert, compromis de vente et convention de collaboration en vue de la réalisation d'un projet immobilier. Approbation, Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez tous, le Stade Lambert s'est détérioré au fil des années et d'importants frais de rénovation auraient dû être engagés pour répondre aux normes en vigueur en matière de sécurité. C'est pourquoi la ville de Ciney et le club de la RUE Ciney ont décidé de mutualiser les infrastructures sportives de celles-ci en un seul lieu, mieux adapté et de meilleure qualité, en l'occurrence le zoning de Biron. Le Stade Lambert devenait donc inutilisé et inutile. C'est pourquoi la ville de Ciney a souhaité valoriser cet espace libre et bien situé, compte tenu de sa proximité par rapport à la gare, au parc Saint-Roch, à la piscine communale et aux écoles. Nos concitoyens nous ont d'ailleurs confortés dans cette idée de l'extension du parc actuel, et ce par le biais d'une participation citoyenne organisée par le Bureau économique de la province de Namur, que je remercie au passage. On peut donc dire que le projet a été construit avec nos concitoyens par le biais notamment de micro-sondages. Un marché a donc été lancé qui avait pour objet la vente, avec charge, du terrain de football visant la construction de logements, d'une nouvelle voirie, d'aménagement paysager et d'une zone sportive en lien avec le parc Saint-Roch. En fait, l'objectif était donc de proposer une réponse aux besoins en matière de logement, notamment pour les seniors, en lien avec le quartier actuel d'habitat, et aussi d'envisager l'extension du parc Saint-Roch par des aménagements d'espaces publics verts, récréatifs et attrayants. Des logements donc, mais aussi des infrastructures publiques à l'intention notamment de nos enfants et de nos adolescents. Projet donc cher à notre bourgmestre qui n'a de cesse, comme vous le savez, de s'occuper de notre jeunesse afin de lui permettre de se distraire sainement dans des espaces attrayants et de ne pas se laisser séduire par des paradis artificiels. Que c'est bien dit.
Il s'agit donc bien d'espaces habités, bien sûr, mais d'espaces habités entourés de verdure et d'infrastructures de loisirs. Permettez-moi ce soir d'aborder brièvement ces infrastructures. Il y aura par exemple un terrain de pétanque, un street walk out, qui est en fait un aménagement permettant de pratiquer un sport mêlant la gymnastique et la musculation, barre, traction, etc. Bien sûr. Un skatepark, je n'ai pas besoin de vous préciser de dont il s'agit, et même un pump track, sorte de piste en boucle constituée de bosses et de virages relevés, pouvant être utilisés par des vélos, des rollers, etc. Milkan et moi, nous envisageons avec beaucoup d'impatience de nous présenter. Par ailleurs, un espace plat, une esplanade, est prévu et qui pourra notamment accueillir un chapiteau ou des tonnelles pour l'une ou l'autre manifestation. Une partie des bénéfices de la vente, je vais y venir bientôt, rassurez-vous, servira d'ailleurs à constituer cette zone. Les charges d'urbanisme permettront aussi la réalisation du terrain multisport. Il faut aussi savoir que le parking sera suffisant, outre le fait que chaque appartement disposera d'un garage souterrain. Toute une série de places pour garer des voitures sont prévues pour permettre ainsi, notamment au conservatoire, à la crèche ou à la maison des jeunes, d'accueillir leurs visiteurs, entre guillemets. Après ce bref rappel du projet, j'en viens à la vente proprement dite. Une étude notariale a bien entendu été consultée et a estimé le bien à 950 000 €. Le marché public a été remporté par la société anonyme Thomas et Piron, qui a proposé la somme de 950 000 € précisément. Un projet de compromis de vente et de convention de collaboration en vue de la réalisation de ce projet immobilier a été élaboré. Le directeur financier a été sollicité et a remis un avis favorable en date du 3 janvier 2024. En synthèse, les biens vendus sont composés de 5 lots. Le premier lot, constitué d'une emprise de 27 arts, 93 centières, c'est le bâtiment 1. Un deuxième lot, 19 arts, 75 centières, c'est le bâtiment 2. Un troisième lot, 19 arts, 3 centières, c'est le bâtiment 3. Un quatrième lot constitué d'une emprise de 2 arts, approximativement, c'est l'emprise de la liaison en sous-sol. Et enfin, un cinquième lot constitué d'une emprise de 67 centiards, c'est l'emprise prévue, réservée à la cabine électrique haute tension. Sont compris dans la vente les immeubles par incorporation, compte tenu du fait que la ville de Ciney se garde bien entendu le droit de récupérer le matériel qu'elle souhaiterait récupérer qui est en place. Je vous demande donc d'abord d'approuver le projet de compromis de vente et de convention de collaboration en vue de la réalisation du projet immobilier repris dans l'annexe de la délibération que vous avez sous les yeux pour le prix de 950 000 €, hors droit d'enregistrement et hors frais généralement quelconques à charge de l'acquéreur. Et deuxièmement, le fait que les biens vendus sont composés des emprises auxquelles je viens de faire allusion dans les parcelles identifiées dans le projet de délibération sur lesquelles les différents bâtiments du projet et leurs abords respectifs sont situés, et en ce compris leur liaison en sous-sol, ainsi que la cabine haute tension. Ce sont les lots 5, les 5 lots identifiés, lots A, B, C, D et E. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Jean-Marc pour ce compte-rendu. Est-ce que vous avez des questions? François, on t'écoute. Merci. Donc, petite question pratique, d'ordre pratique. Je vois dans le point 7.2, page 14, un libellé des conditions suspensives. Donc, la convention est subordonnée à l'obtention, notamment, donc je lis bien. En tout cas, une des conditions suspensives, c'est qu'on ne peut pas imposer de charges d'urbanisme extraordinaire. C'est dit tel quel dans la convention. Je voudrais juste avoir une précision, parce que des charges d'urbanisme sur tout projet immobilier, c'est relativement courant. Et donc je voudrais voir à quoi on fait référence ici.
Parce que si dans le cadre du projet, l'autorité qui délivre le permis en vient à proposer des charges d'urbanisme, est-ce que ça veut dire que la convention serait suspendue? Donc ça, je voudrais peut-être une précision à ce niveau-là. Mais je vais d'abord répondre à ça. En fait, dans le cahier des charges, lorsqu'on a mis en concurrence différentes sociétés, il y avait toute une série de charges d'urbanisme, je ne vais pas dire imposées, mais souhaitées. Et donc les candidats acquéreurs devaient remplir en disant quelles charges d'urbanisme ils s'engageaient à réaliser. Et en fonction des charges qu'ils s'engageaient à réaliser, ils avaient plus ou moins de points sur ce critère d'attribution. Donc les charges, elles font partie de l'offre de chez Thomas et Piron, en fait. D'accord ? Et donc une autre société qui avait remis le prix, peut-être moins cher, en l'occurrence, avait peut-être coché moins de charges d'urbanisme. Donc, il y aura des charges d'urbanisme, notamment des poubelles, des containers enterrés. Donc il y a toute une série de choses, des sentiers pédestres. Donc il y a toute une série de choses qui, en plus des conditions d'urbanisme, j'insiste, sont liées au projet, quoi. Donc il y aura des charges d'urbanisme, on ne passera pas à côté de ça. Oui, mes charges d'urbanisme qui sont déjà définies dans le projet, en fait. Donc, a priori, quand on parle de charges d'urbanisme extraordinaires, c'est justement pour qu'il n'y en ait pas d'autres que celles qui étaient dans l'offre telle qu'elle a été mise. Okay. Alors je voudrais juste aussi quelques éléments de précision, parce qu'on a parlé notamment du skatepark et du circuit pump track. Aussi pour être sûr, ça ce sont deux équipements qui restent bien à charge de la ville, alors que le terrain de pétanque, on n'en a pas parlé, mais apparemment il était prévu, ainsi que la plateforme sur le parking actuel et le terrain de street workout, tout ça fait partie des charges et c'est le promoteur qui doit les réaliser. C'est bien comme ça que je l'ai compris. À charge de la ville, oui. Pardon. Tous ces éléments-là doivent être prévus dans le projet, dessinés, enfin prévus dans la demande de permis, mais sont tous à charge de la ville. C'est vraiment ça. Donc on a demandé, nous, ça fait partie aussi du cahier des charges, que le promoteur dépose un permis d'urbanisme unique. Il était un peu bête, on va dire comme ça, que Thomas et Piron dépose un permis pour sa partie et que nous, ville, on passe après. Et donc dans le cahier des charges, il était bien demandé aux sous-traitants, aux soumissionnaires de déposer un permis unique, chose que Thomas et Piron a fait en intégrant toute la partie, je veux dire, publique qui sera prise en charge par la ville, comme mon collègue Jean-Marc l'a dit, avec les retombées financières de la vente, ça nous permettra d'investir dans le skatepark, pump track, esplanade et tout ça. Et donc, au moment où Thomas et Piron a travaillé sur son permis, ils sont venus plusieurs fois à la rencontre du collège pour proposer. Et donc, on a discuté ensemble des aménagements. Ok, merci. Et alors, juste une dernière question. Du coup, les charges d'urbanisme, quelles sont-elles? Et d'autre part, au niveau, comme il s'agit de logement, est-ce que faut nous rafraîchir la mémoire, est-ce qu'une partie de logement public est prévue, logement qu'on peut céder à l'AIS pour une gestion de logement public à une certaine proportion? Est-ce que c'était prévu dans le projet? Je n'en ai pas souvenir, mais je voudrais avoir un rafraîchissement. Non, ce qui était prévu, c'est que 20% des logements devaient être adaptés PMR ou adaptables facilement. Donc ça, c'est bien respecté. Dans la centaine de logements, il y en a 20% qui sont pour les personnes en mobilité réduite. Et donc l'autre première partie de la question, ça concernait les charges. Et donc les charges, il y en avait de tête 7 ou 8. Donc il y avait, donc les bulles à verre enterrées, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y avait l'aménagement de tout le côté où c'est la billetterie actuellement du football, les rues Ciné. On voulait quelque chose de beaucoup plus accueillant que ce qu'il y a là. Donc ça aussi, ils l'ont pris en charge. Il y avait la création d'un escalier on avait appelé ça escalier monumental qui va repiquer vers le parc. Il y avait toute une série, elles doivent être dans le dossier, mais je ne les connais plus de tête. En tout cas, tout ce qui est sportif sera pris en charge par la ville. Est-ce que vous souhaitez un vote? Vous souhaitez un vote? Vous ne savez pas pourquoi? On vote alors? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 20 oui, 2 abstentions. Je pensais vous avoir convaincu avec mon collègue Jean-Marc, mais non, c'est pour rire, je t'inquiète. Pas de souci. Point 8. Jean-Marc, toujours, session d'emprise entre la province de Namur et la ville de Ciney, projet d'acte du comité d'acquisition d'immeubles, voirie, intégration domaine public pour la création d'une future liaison 12, décision à prendre. Jean-Marc. Merci, Monsieur le Président. Je ne dois pas vous rappeler qu'une liaison 12 est prévue le long du chemin d'Aljou et que celle-ci doit rejoindre le Ravel depuis la gare de Ciney. Une portion de cette liaison passe
par une parcelle appartenant à la province de Namur. Et le Conseil provincial, en sa séance du 14 octobre 2022, a approuvé la cession à titre gratuit de cette parcelle de plus ou moins 1000 m². D'autre part, sur cette parcelle précisément, la ville de Ciney avait aménagé un tronçon Maude-Doux pour permettre aux élèves de l'école provinciale de se rendre au hall de mécanique situé avenue de Namur. Ce tronçon n'a pas été intégré au domaine public communal et il convient donc par ailleurs de régulariser la situation afin de respecter les dispositions du décret voirie. La province de Namur est aussi favorable à cette régularisation. Un plan a été dressé par un géomètre expert sur lequel le tronçon est bien représenté. Il s'agit d'une superficie de 16 ar 9 centiares. Le projet d'acte de cession de cette emprise a été rédigé par le comité d'acquisition d'immeubles. Une enquête publique d'une durée de 30 jours a été diligentée selon les modalités habituelles. Elle a donné lieu à des remarques que l'on peut synthétiser de la manière suivante. D'abord, il y a une inquiétude quant à la sécurité des usagers. La vitesse excessive, la nécessité de sécuriser le tracé. D'autre part, il y a le souhait que ce tronçon soit aménagé dans le prolongement du Ravel sur l'ancienne ligne de chemin de fer dite la Micheline. Et enfin, une inquiétude quant à la dangerosité du chemin d'Aljou. On y a, paraît-il, dénombré 12 accidents depuis 2010. À cela, que peut-on répondre? Eh bien, d'abord que les remarques qui ont trait à la voirie communale seront bien entendu prises en considération. Que, d'autre part, le collège communal prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les usagers de la future liaison 12. Pour ce qui concerne la modification du tracé, elle a fait l'objet de discussions lors de l'élaboration du PCA Saint-Quentin-Ronvaux et pour des raisons de sécurisation du site Ronvaux, cette entreprise ne souhaite pas ce déplacement sur l'ancienne ligne de chemin de fer. On peut les comprendre. Et enfin, le collège communal va bien sûr prendre langue avec les services de police afin que ceux-ci lui proposent des solutions pour la sécurisation des lieux. Je vous propose donc, premièrement, d'approuver le projet d'acte de cession à titre gratuit d'une emprise appartenant à la province de Namur, cadastrée Ciney première division, section A, numéro 658 AP 40 et 658 BP 40, d'une superficie totale de 16 ar 9 centiares au profit de la ville de Ciney, les frais d'acte étant à charge de la ville. Deuxièmement, d'approuver le plan qui a été dressé. Troisièmement, le fait que la présente cession a lieu, bien entendu, pour cause d'utilité publique, et plus précisément pour créer la liaison 12 entre la gare de Ciney et le Ravel. Quatrièmement, le fait que la ville de Ciney sera représentée par un commissaire du comité d'acquisition d'immeubles pour la signature du projet d'acte. Et enfin, d'approuver la réalisation du tronçon manquant de piste à destination des Maude-Doux sur la parcelle reprise du projet de délibération que vous avez sous les yeux, et le fait que notre délibération sera transmise aux destinataires habituels. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 9, centrale d'achat IDFin, participation au 9e marché de fourniture d'électricité et de gaz 2024-2025. Décision à prendre, Gaëtan. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Donc ici, c'est le 9e marché de fourniture d'électricité basse tension et de gaz. Donc la centrale d'achat est avec IDFin. Donc ici, notre marché se terminera fin de cette année. Et donc, je vous demande ici la possibilité de continuer d'adhérer à la centrale d'achat relative à la fourniture donc, de ce gaz et de cette électricité. Et également signer la convention qui nous liera donc avec IDFin pour ce marché. Donc, c'est exactement la même chose que les autres marchés, à savoir que la commune peut bien sûr en profiter, mais également les différents paracommunaux ou ASBL sportifs, centres culturels, etc. Merci Gaëtan. Est-ce que vous avez des questions? Oui, François. Oui, on nous dit effectivement que c'est exactement la même chose que les fois précédentes.
il y a quand même une très grosse nuance qui est encore en discussion actuellement au CA d'IDEFIN, c'est le choix d'avoir recours à de l'électricité verte ou pas. Jusque maintenant, c'était le cas. Donc 100% de l'électricité qui nous était fournie via IDEFIN était de l'électricité verte, donc issue d'énergie renouvelable. Ici, le CA n'a pas encore tranché sur cette question. Et si ce n'était pas le cas, ce serait un grand pas en arrière, évidemment, de notre point de vue, que en tant qu'acteur public, de ne plus avoir la démarche de choisir de l'électricité verte. Donc dans ce contexte-là, moi j'aurais comme proposition de reporter le point en attendant que le CA d'IDEFIN tranche. Je pense qu'ils ont un CA jeudi cette semaine. Le délai de réponse, c'est le 23 février. On a un conseil communal le 19 février. Et donc on a encore techniquement le temps d'attendre, de voir quelle est la décision du CA d'IDEFIN. Et en fonction de ça, chacun pourra alors voter pour ou contre ou s'abstenir d'adhérer à la centrale d'achat. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il manque ces données-là. Et le risque qu'il y ait une marche arrière sur le cas de l'électricité verte est réel. Donc, j'aurais compris ma demande. Pas de souci. Moi, j'ai pas de problème pour le reporter, même si on devra, à mon avis, On devra prendre une décision. On devra prendre une décision et y adhérer, mais voilà. Si on reporte tous les points, il n'y a pas de conseil. C'est pour rire. Non. Si on devait voter aujourd'hui, au minimum, nous, on devrait s'abstenir. Parce qu'on n'a pas cette garantie-là. Et ne plus prendre de l'électricité verte pour tous les bâtiments communaux, ça nous poserait problème. Avec la petite particularité ici, c'est de participer à la centrale d'achat et c'est les mandater de lancer le marché. Donc ce sera principalement par rapport au marché où on devra se positionner. On peut toujours se rétracter, mais moi, c'est comme on veut. Monsieur le bourgmestre, nous sommes favorables à son vote de ce point aujourd'hui. C'est important d'adhérer à cette centrale d'achat. Vous imaginez bien que si nous avions un problème technique par rapport au conseil communal, on joue à quelques jours et ne pas adhérer à une telle centrale, serait vraiment un gros préjudice financier de devoir négocier au niveau communal des marchés d'électricité. Et de toute façon, on devra y adhérer. De toute façon, au sein du conseil d'administration d'IDEFIN, toutes les composantes politiques sont représentées. Donc le débat, il doit se passer là. Mais nous, communes, je pense que quelle que soit leur décision, ce serait complètement irresponsable de ne pas adhérer à cette centrale. Et donc, nous proposons que le point soit maintenu et de le voter. Bon. Gaëtan ? Moi, je regardais également, donc la rupture du contrat, on peut le faire à tout moment. Et ici, ce ne serait pas préjudiciable. Donc, pour moi, je suis entre les deux. On peut y aller. Bon, on passe au vote alors. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? 2 abstentions, 20 oui. Je vous remercie. Point 10, budget communal, exercice 2024, précision, ratification. Gaëtan. Voilà, ici, donc, nous avons voté le 20 décembre dernier le budget 2024. Donc, il n'y a vraiment aucun changement au niveau des chiffres. C'est simplement une demande de la tutelle d'indiquer une précision. Donc, l'on participe toujours donc, au niveau ici de la balise d'emprunt. Et donc, il fallait juste préciser cela, et ce qui a été fait entre-temps après une délibérée du collège. Merci. Donc, c'était une ratification, une communication. Il n'y a pas de vote. Est-ce que vous avez des questions ? Non, unanimité, je vous remercie. Alors, on va vous demander, avant de passer aux points qui ont été mis à l'ordre du jour par le conseiller communal, d'ajouter un point en urgence, point qui concerne le parc naturel égal Cœur de Condro, création de la SBL Cœur du Condro, décision à prendre, dossier pour lequel on a eu un avis de légalité favorable du directeur financier et on sollicite l'urgence puisque toutes les autres communes auront réussi à le passer dans les temps, nous non, et ça risque d'avoir, comme Laurence vous l'expliquera, si vous êtes d'accord, des incidences financières. Donc d'abord, il me faut 2 tiers pour pouvoir ajouter ce point en urgence. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'urgence ? Qui est d'accord ? Unanimité pour l'urgence, je vous remercie. Donc je cède la parole à Laurence. Alors pourquoi cette urgence en fait, puisque plus on va attendre avant de faire passer ces statuts pour cette nouvelle ASBL, plus en fait on va devoir assumer des frais pour le GAL
Donc vous savez que la programmation s'est terminée, mais il reste quand même des frais de fonctionnement par exemple, et ces frais de fonctionnement risquent de s'accumuler pour les communes. Donc c'est un peu ridicule de repousser ces statuts alors que voilà, on pouvait le faire. Nous étions les derniers à hésiter à invoquer l'urgence, mais voilà, merci de l'accepter. Alors, je crois qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter le parc naturel. Je crois que ça a été votre point préféré ces dernières années. Vous savez, je suppose que la candidature a été acceptée. Elle a été reconnue par le gouvernement wallon. Et bien voilà, il nous faut maintenant aborder les statuts de cette ASBL Cœur de Condroz, des statuts que vous avez pu parcourir. Voilà, brièvement peut-être rappeler que le but de cette association est de gérer le parc naturel et le GAL Cœur de Condroz. Voilà, toutes les activités tant du GAL que du parc naturel sont décrites dans ces statuts. Ces statuts qui définissent également le nombre de membres, etc. Tout doit paraître lorsqu'on publie des statuts. Alors, voilà, je vous propose en fait, je ne sais pas, si vous avez des suggestions à nous faire pour ces statuts. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tout à fait figés. En fait, on est dans l'urgence, mais nous avons quand même, nous pensons, les bonnes bases que pour pouvoir être acceptés à la tutelle. Non ? Merci Laurence. Tu as parlé de représentants aussi. Alors, il nous faut évidemment des représentants au CA et à l'AG. Il nous faut 3 représentants et nous proposons que ce soit les mêmes que ceux qui nous ont bien représentés. Non, c'est une proposition que sont Guy Milcan, Marc Aymon et Laurence Dave pour représenter la ville de Ciney, la commune de Ciney, tant pour le CA que pour l'AG. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Jean-Marie. Petite boutade tout d'abord. Pour ces 3 représentants, on dit qu'ils ont fait acte de candidature. Mon ami Marc m'a dit qu'il n'a pas du tout fait acte de candidature. Je m'en étonnais parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Hein. Alors peut-être, oui, effectivement. C'était peut-être à mes côtés alors que j'étais en train de m'enivrer au postillon. Vous savez, c'est le nouveau bruit qui court. Alors, oui, de manière plus sereine maintenant, je ne comprends toujours pas, moi, Laurence, la différence qu'il y a entre ce parc naturel, le GAL, et pourquoi on maintient 2 structures. Mais j'ai jamais bien compris, en fait. Oui, je sais, mais ce sont 2 structures à l'intérieur d'une seule ASBL pour aller chercher des fonds des 2 côtés, quoi, tout simplement. Donc nous savons déjà que nous allons avoir 388 000 € pour le parc naturel, 388 000 € par an. Voilà, on va pouvoir travailler de ce côté-là. Et puis, on pourra encore travailler du côté du GAL et aller chercher des fonds ailleurs. Il n'y a pas moyen d'avoir une seule structure ? ASBL Cœur de Condroz, c'est la seule. Voilà, les 2. Oui, et François peut compléter. François voulait prendre la parole, effectivement. Oui, mais c'est juste effectivement de notre côté pour nous réjouir que ça aboutit concrètement, parce que cette ASBL, aujourd'hui, elle a un périmètre bien délimité, qui est aujourd'hui le même que le GAL. Donc c'est vrai qu'au début, il y a eu un peu de confusion parce que il y avait 2 GAL qui maintenant se sont en partie rassemblés, mais je vois que Laurence dit que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, le but est clairement d'avoir plusieurs modes de subvention. Donc le parc naturel, on a 388 000 € chaque année, garantis. Donc ça, c'est un financement sur le long terme. Je pense que c'est pour 10 ans. C'est pour 10 ans. On n'a pas l'arrêté pour les 10 ans, mais l'engagement est pris, comme pour tous les parcs naturels. Et je n'ai connaissance d'aucun parc naturel qui a dû mettre la clé sous paillasson parce qu'il n'y a plus de financement. Et au-delà de ça, le GAL, lui, a la possibilité de répondre aux appels à projets leaders pour aller chercher des moyens complémentaires, mais qui vont alimenter la même structure. Tout comme la même structure, l'ASBL, peut répondre à d'autres appels à projets et obtenir d'autres financements, d'autres sources en fonction de ses activités. Mais donc, je trouve qu'aujourd'hui, justement, la structure est plus claire qu'avant. Il y a l'ASBL Cœur de Condroz
qui gère le parc naturel, dans laquelle les GAL s'inscrivent. Les GAL ont d'autres modes de financement. On a un financement pérenne pour le parc naturel et il pourrait y avoir encore d'autres sources de financement. Donc pour moi, les choses sont assez claires et assez réjouissantes. Merci François. Frédéric? Mais à travers ces statuts, je voudrais quand même repréciser 2 secondes notre position par rapport au parc naturel Cœur de Condro. Il y a quand même un avantage, effectivement, c'est de pérenniser d'une certaine façon l'action ou une série d'actions qui a été menée. Et effectivement, on nous dit 10 ans, restons pragmatiques. Vous savez qu'il n'y a pas un engagement qui vous dit les 10 ans, vous allez avoir 388 000 €. Vous avez un arrêté ministériel pour la première année. Il y a une volonté politique bien connue de les maintenir à long terme, mais tout ça pourrait toujours être remis en question, évidemment. Quel est l'élément qui nous pose le plus gros problème? Et je vous y rends les 3 délégués fort attentifs par rapport aux consignes que vous donnerez en tant qu'administrateur ou membre de l'Assemblée générale, c'est évidemment de respecter notre autonomie communale et principalement en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Quand je vois qu'une personne à temps plein dans les prévisions de Cœur du Condro va être chargée de rendre des avis aux communes par rapport aux différents permis d'urbanisme d'envergure, ça me fait peur par rapport aux limites qu'on va nous fixer quant à la façon dont nous souhaitons développer notre ville. Nous sommes au niveau de l'ESBL Cœur du Condro sans doute les seuls à ne pas avoir les mêmes réalités que, c'est-à-dire les réalités d'un centre-ville, les réalités d'une zone d'activité économique que nous souhaitons développer, des réalités tout à fait différentes d'autres communes qui ont sans doute une vue et une vocation plus rurale. Et le fait d'avoir un agent à temps plein qui va rendre des avis, alors certes, vous allez me dire, ces avis ne sont pas contraignants, ce sont des avis consultatifs, mais on sait très bien dans un dossier à quel point parfois un avis consultatif, par exemple d'une CCAT ou d'autres, peuvent in fine être repris par le fonctionnaire délégué ou d'autres instances pour handicaper des projets. Je suis particulièrement inquiet de cet accent particulier que le Cœur de Condro souhaite mettre quant à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, y compris de ce qui se passe dans les différentes communes. Merci Frédéric. Guy, qui va allumer son micro. Oui, monsieur le bourgmestre, je comprends évidemment les préoccupations de Frédéric. On a déjà eu l'occasion ces dernières années d'évoquer la crainte qui vient d'être réactualisée par Frédéric. Maintenant, moi, ce qui me rassure, ce qui doit nous rassurer, c'est que on va vers un encadrement juridique qui va être tout à fait différent de le schéma de développement territorial, dont on attend avant la fin de la législature l'officialisation, puisque ça reste le dernier dossier apparemment d'envergure du gouvernement wallon. Et par ailleurs, comme vous le savez, nous allons lancer le schéma de développement communal avec un nouveau marché. On va lancer ça. Et donc je pense que c'est à travers ces 2 encadrements juridiques, et plus spécialement le schéma de développement communal, que nous devons être attentifs évidemment à bien encadrer la politique communale d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour les prochaines années. Et donc je pense que c'est surtout là que nous devons être attentifs, et je vois mal évidemment cet agent dédicacé à donner des avis contrecarrer un nouveau schéma de développement communal qui aurait été approuvé dans un an peut-être par le conseil communal de Ciney. En tous les cas, c'est la volonté que j'exprime aujourd'hui. En tous les cas, c'est d'y être particulièrement attentif. Mais François? Juste peut-être pour aussi avoir un propos rassurant, je pense qu'il y a d'autres parcs naturels dans lesquels des villes de la taille de Ciney ou similaire existent. Je pense notamment au parc naturel de Gaume. Virton, il y a aussi un centre urbain, des magasins, un zoning, et au zoning d'autant plus industriel que des très grosses entreprises dans le zoning de la Tour, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et ça fait quand même partie du parc naturel de Gaume, donc c'est pas du tout contradictoire, et je ne pense pas que les avis qui peuvent être rendus par le parc naturel empêchent quelque développement que ce soit. Simplement, il y a là une image de marque qui est mise en avant. C'est particulièrement vrai pour la Gaume,
et ce le sera demain pour le cœur de Condro. Et je pense que c'est là qu'il y a une plus-value pour le territoire. Et les avis qui seront rendus, l'objectif n'est jamais d'entraver le développement, mais plutôt de le valoriser et de valoriser le territoire par cette appellation cœur de Condro. Merci François. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce que vous souhaitez un vote? Non? Unanimité, je vous remercie. Nous avons alors eu 2 points complémentaires inscrits à l'ordre du jour par Valérie. Un qui concerne les feux d'artifice et un autre, une solution pérenne pour les sans-abri. Donc, je propose de commencer par celui sur les feux d'artifice. Merci, Monsieur le Président. Les feux d'artifice font rêver, ils émerveillent petits et grands, mais les feux d'artifice sont une source d'anxiété et de danger pour les animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques ou d'élevage, qu'ils vivent en milieu urbain ou en pleine campagne. La nature sauvage est un équilibre délicat entre le calme et l'activité. Les animaux sauvages et les oiseaux s'appuient sur leur sens très aiguisé pour détecter les dangers et survivre. Les feux d'artifice et les fortes détonations sont inattendus et souvent très bruyants, rompant ainsi l'harmonie naturelle. En période d'hibernation, par exemple, les espèces animales se reposent pour économiser leur énergie. Se réveiller en panique et fuir pour sauver sa vie nécessite une grande dépense d'énergie. Les animaux s'envolent ou s'encourent sans réfléchir, ils sont renversés par des voitures, se cognent contre des lignes à haute tension, fuient leur habitat naturel ou se perdent. Les lésions peuvent être nombreuses, surtout lorsqu'ils sont proches des zones de lancement, des brûlures suite aux retombées, des lésions oculaires dues au flash, des pertes d'audition dues au bruit. Certains sont pris en charge par les refuges et associations de protection des animaux, mais pas tous. Il en va de même pour nos animaux de compagnie, qu'il s'agisse de chiens, de chats, de lapins ou d'oiseaux. Leur ouïe est souvent beaucoup plus sensible que la nôtre, ce qui rend les explosions des feux d'artifice assourdissantes pour eux. Les animaux domestiques ne comprennent pas d'où viennent ces bruits forts, ce qui peut provoquer une anxiété et un stress intense, des troubles du comportement irréversibles et même des crises cardiaques. Et les animaux d'élevage, même s'ils peuvent être mis à l'abri dans leurs étables, sont particulièrement stressés face aux bruits provoqués par ces explosions et sont donc susceptibles de paniquer, de se heurter contre certains obstacles, de blesser en essayant de sauter au-dessus de clôtures et de fuir vers des zones dangereuses où ils risquent d'être renversés par des voitures. D'autres font un infarctus, comme les chevaux par exemple. Les refuges et associations de protection des animaux alertent chaque année sur le grand nombre d'animaux qu'ils doivent prendre en charge, soigner et identifier suite aux tirs de feux d'artifice. Ces explosions génèrent donc un coût conséquent pour notre société. Pourtant, les alternatives aux feux d'artifice traditionnels pour fêter le passage à l'an 9 par exemple ou la fête nationale sont de plus en plus acceptés. Des spectacles modernes, écologiques, moins polluants et moins dangereux pour la santé des animaux et des humains, comme les spectacles son et lumière et les spectacles par drone qui offrent des performances visuellement époustouflantes. Mais aussi des feux d'artifice à bruit contenu. L'alternative du feu à bruit étouffé ou contenu réduit le bruit à 60 à 80 décibels, là où un feu d'artifice classique peut monter jusqu'à 150 décibels, voire plus. Il n'a aucune répercussion sur la qualité du spectacle. La seule chose qui change, c'est le bruit. Au moment de la détonation, le bruit de l'explosion dans les airs est étouffé et donc moins puissant. Pour les animaux qui possèdent généralement une ouïe extrêmement fine, ce bruit contenu engendre moins de nuisances sonores et donc moins de stress. Plusieurs communes ont déjà pris les devants dans notre pays. À Gemep-sur-Sambre, par exemple, les feux d'artifice à bruit contenu sont devenus la norme. La commune a également pris le soin d'interdire aux particuliers de tirer des feux d'artifice traditionnels. Outre Jette et Gansoren à Bruxelles, la commune de Communes a testé ce nouveau genre de feu le 21 juin dernier avec succès. Plusieurs autres communes comme la Hulpe, Eupen et Bruges sont également décidées à opter pour cette alternative. Afin de répondre à cette problématique, la ministre Tellier encourage les communes à être proactives sur leur territoire. Des subsides sont octroyés aux communes qui mettent en place certaines actions spécifiques. Parmi celles-ci figure l'inscription de dispositions dans le règlement communal visant à interdire les feux d'artifice à l'exception de feux d'artifice à bruit contenu qui constituent une alternative intéressante. À Sinel, les feux d'artifice et les pétards sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation écrite et préalable du bourgmestre. Il n'y a aucune mention dans le règlement de police relative aux feux d'artifice privés. Il y a eu pas moins de 4 feux d'artifice tirés par la ville cette année, lors du 21 juillet à l'occasion des Jeux de la Vache, lors de la kermesse, et 2 durant les féeries, un chaque week-end.
C'est à chaque fois un beau spectacle pour nous, mais à chaque fois un stress énorme pour les animaux. Ma question est la suivante. Quelles sont vos intentions pour diminuer l'impact négatif des feux d'artifice à Ciney sur le bien-être des animaux sans pour autant diminuer la fête? Pardon, je notais la conclusion. Merci Valérie pour cette question. Donc effectivement, en ce qui concerne les particuliers, j'ai eu beaucoup de demandes cette année-ci, encore plus que d'habitude pour le 31 décembre, et je les ai toutes acceptées en mettant dans le mail ou le courrier de retour toutes les recommandations de la zone d'INAFI en termes de sécurité. Mais en tout cas, en termes de, je veux dire, d'impact sur l'environnement ou sur la faune, j'ai refusé aucun feu d'artifice, j'y arriverai. Donc voilà, on en a parlé au collège ce matin pour avoir une position commune concernant ce point complémentaire. Et la première chose, c'est qu'on estime, d'ailleurs tu en as un petit peu parlé, ça doit être une décision qui doit être prise au niveau régional. À un moment donné, on laisse encore une autonomie communale pour ça. Et donc on va arriver dans des systèmes où Amois va interdire les feux d'artifice et pas Ciney. Et donc les gens d'Amois qui seront à la frontière entre les deux communes verront un feu d'artifice, les autres pas. Et donc on est persuadé, nous, qu'à un moment donné, un ou une ministre va devoir trancher et prendre une décision si c'est une volonté au niveau du gouvernement, j'entends bien. Donc voilà, ça c'est un avis du collège. Alors quelle est la position du collège de Ciney suite à ta question? C'est que nous, on se dit qu'avant les élections, il reste 2 feux d'artifice, celui du 21 juillet et celui du 15 août. Pas du 15 août, celui de la fête foraine. Et donc on souhaite tirer les 2 feux d'artifice. Donc ça c'est la position. Alors sur quoi est-ce qu'on se base? En fait, on a demandé, donc il faut savoir qu'à Ciney, le feu d'artifice, l'artificier est désigné au cadre d'une procédure d'un marché public, et donc on a demandé à la société Partify, c'est un peu son retour, parce que effectivement, j'ai lu ta note, mais je n'y connais rien en feu d'artifice, à part les pétards pirates que je faisais péter quand j'avais 12 ans dans mon jardin, ça s'est arrêté là. Et donc j'ai une note de 2 pages, donc je vous propose de la lire. Il y a du pour et du contre, hein, donc c'est pas une note à charge ou à décharge, mais je trouve que ça permet aussi d'avoir un autre angle. Et je peux vous la fournir, la note aussi après. Les représentations à bruit contenu peuvent être attractives dans certaines occasions, et à ce titre, notre société suit de près l'évolution technique et développe depuis déjà un certain temps son savoir-faire en ce domaine. Il n'en demeure pas moins que ce modèle de spectacle comporte encore à l'heure actuelle de nombreuses contraintes qui tiennent à l'environnement de tir en tant que tel et aux caractéristiques même de ce type de représentation. Et donc il scinde après son propos en 2, sur l'environnement de réalisation d'abord. Les limites techniques des articles à bruit contenu imposent des caractéristiques particulières en ce qui concerne le périmètre de tir. Il est nécessaire de disposer d'une zone libre de tout masque. Il s'agit de barrières physiques, arbres, édifices, etc., qui gênent le champ de vision sur le feu d'artifice. Cela est valable pour tous les feux d'artifice, mais c'est une exigence incontournable lors d'un spectacle à bruit contenu. Ensuite, la distance qui sépare le feu d'artifice du public doit être restreinte à cause des contraintes liées à la mise en œuvre. Le spectre scénique n'est pas visible de loin à quelques exceptions près. Le nombre de spectateurs qui assistent au spectacle ne peut être pour sa part trop important, car beaucoup de produits utilisés développent des effets de sol. Avec une foule dense, une partie du public ne verrait pas correctement l'ensemble des effets. Alors, la deuxième partie du propos, sur les caractéristiques du feu d'artifice à bruit contenu, précisons d'abord que les feux silencieux sont des spectacles à bas bruit et non sans bruit. La pyrotechnie silencieuse n'existe pas malgré les effets d'annonce de certains observateurs. L'effet du produit développe peu de son. En revanche, la charge propulsive émet toujours un bruit lors du lancement. Certains parcs de divertissement, tels que Disneyland, confrontés à la problématique de la fréquence élevée de leurs feux d'artifice, un ou plusieurs feux d'artifice par jour, ont essayé de trouver des solutions sur la question du bruit. Un système de propulsion basé sur un principe à air comprimé a été créé. Il est cependant non transportable et onéreux. Il relève d'une autre pratique pyrotechnique dite non mobile. Ça diminue. Pour ce qui est de la pyrotechnie qui nous intéresse, c'est-à-dire mobile, les articles à bruit contenu existent depuis déjà un certain temps. Nous les utilisons dans nos spectacles, mais en nombre restreint. Donc en fait, dans leur feu d'artifice, il y en a déjà quelques-uns comme ça. Leur but originel est davantage d'amener une variation de l'intensité scénique dans les feux d'artifice dits classiques ou conventionnels. Ils comportent différents inconvénients.
Ils sont d'abord peu nombreux et ne permettent pas une grande variété d'effets. En 2017, l'association Gaïa a fait réaliser une démonstration intéressante, mais malgré le montage visuel, la dimension scénique était relativement modeste. Qui plus est, le spectacle faisait appel à des dispositifs complémentaires, canons à flammes, etc., pour densifier l'espace de la scène. On pouvait par ailleurs constater sur l'extrait filmé que la ligne de crête était peu élevée. Le plafond scénique des produits demeure en général très bas, à l'exception d'un ou deux modèles de bombes. Dans le même ordre d'idées, mais cette fois dans une dimension horizontale, beaucoup d'articles manquent d'ampleur et d'intensité. Des solutions pour compenser cela résident dans la multiplication des produits ou la jonction d'autres dispositifs, canons à flammes, lasers, etc. Ensuite, beaucoup de produits utilisés sont des monocoups. Ils exigent une mise en œuvre individuelle et complexe qui requiert plus de matériel, de ressources humaines et une programmation informatique plus approfondie. La conséquence de ces caractéristiques est d'une part une possibilité d'emploi relativement modeste et de l'autre un coût de mise en œuvre très élevé. Il faut rester honnête et professionnel de ce point de vue, contrairement à certains discours. En l'état actuel des choses, le remplacement à l'identique d'un feu d'artifice conventionnel par un spectacle à bruit contenu n'est pas possible. Un spectacle à bruit faible a une dimension scénique très en deçà des réalisations conventionnelles. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas concevoir et réaliser un spectacle à bruit faible, mais il faut avoir conscience que la faisabilité dépendra du contexte de mise en œuvre et de l'enveloppe budgétaire que le commanditaire souhaite réserver à un événement de ce type. À titre indicatif, un spectacle de 6 minutes avec une scène très modeste demanderait une enveloppe budgétaire à 6 000 €. Et donc il termine sur ça, en espérant que ces quelques éléments faciliteront votre choix, l'équipe de Partyface. Et donc il parle d'un montant de 6 000 €. Pour savoir, j'ai été demandé au marché public combien on payait celui du 21 juillet et on est à 3 425 €. Donc on parle quand même du simple au double pour avoir quelque chose d'après eux. Hein. On n'a interrogé qu'un, on n'a pas fait non plus de grandes fouilles pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà, après, tout ce qui est mapping, tout ce qui est drone, c'est des budgets... On l'a déjà étudié pour les féeries du parc, le mapping, ça reste dans un coin de notre tête, sur le château Saint-Roch ou sur les Capucins, donc voilà, mais c'est des budgets complètement faramineux, et en plus vous devez les changer chaque année, parce qu'on ne peut pas se permettre de remettre le même mapping sur la collégiale de ciné chaque année, les gens ne viendront plus. Donc voilà, à court terme, on souhaite continuer comme on l'a toujours fait pour les 2 prochains, en tout cas, en toute transparence et en toute honnêteté. Voilà. Et on espère qu'un jour ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre, un ministre prendra vraiment le problème à bras-le-corps et décidera pour tout le monde. Voilà. Voilà ma réponse, qui, je suppose, ne vous convient pas, mais qui a le mérite d'être honnête. Non, moi je trouve que votre réponse, comme tu dis, elle a le mérite d'être honnête et donne une belle explication des conséquences de ce genre de feu d'artifice. Moi, je reste évidemment toujours attentive au bien-être animal, mais aussi au bien-être des personnes, parce que les feux d'artifice sont aussi dangereux pour les personnes. Hein. Le développement de particules fines est énorme après un feu d'artifice et le lendemain également. Et le feu d'artifice est dangereux aussi pour les personnes asthmatiques, cardiaques et épileptiques. Donc, c'est quand même pas rien, un feu d'artifice. Et il y en a quand même 4 par an. Donc, ça, c'est peut-être aussi une idée de se dire, est-ce qu'on est obligé de faire un feu d'artifice chaque fois qu'on fait la fête? Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Valérie. Et alors le deuxième point. Nous avons tous pu lire sur les réseaux sociaux que le CPS était intervenu tout récemment en faveur d'une personne en situation de sans-abrisme. Il lui avait trouvé une solution. Je me réjouis bien sûr de cette intervention de la présidente du CPS, Mme Séverine Goudert, et que cette personne ait pu trouver un asile temporaire. Les citoyens se sont également préoccupés d'un couple dormant dans un parking du centre-ville. Le sans-abrisme est un phénomène qui touche désormais toutes les communes et s'il n'y échappe pas. Ce sont des situations qui ont tendance à se multiplier à mesure que les solidarités formelles s'amenuisent, comme la sécurité sociale, les services de santé mentale saturés, la prise en charge des dépendances, la hausse des loyers, la précarisation de l'emploi, etc. Je suis convaincue que la commune et le CPS ne ménagent pas leurs efforts avec les moyens du bord, mais je voudrais toutefois vous demander quel dispositif est mis en place de manière permanente à Ciney. Sur l'axe Bruxelles-Arlon, il n'existe qu'un seul asile de nuit, à Namur, et celui-ci est bien évidemment saturé en période hivernale. On ne peut donc renvoyer les personnes sans abri vers Namur sans risquer de le déséquilibrer encore plus.
Dès lors, la commune n'est-elle pas en mesure d'équiper un lieu d'accueil permanent capable de s'adapter aux situations climatiques ou d'urgence, avec l'aide de la Croix-Rouge, pour accueillir les quelques personnes en errance et leur éviter ainsi de mettre leur vie en danger? De manière plus pérenne, quid du dispositif Housing First? Ciné est concerné par le projet de l'ASBL Logement et Insertion financé par la Wallonie. Avons-nous déjà fait appel à ce service et si oui, n'est-il pas temps de monter en puissance? Le sans-abrisme n'est pas une fatalité, c'est un phénomène qui, si on décèle assez vite les situations tangentes, peut être combattu à moindre coût. Je prends tout récemment que la Wallonie vient de dégager 34 millions d'euros pour créer des territoires zéro sans-abrisme. Voilà une opportunité que Ciné doit saisir. Merci de vos réponses. Merci Valérie. Séverine. Merci Monsieur le Président. Alors Valérie, j'ai un peu décortiqué à tout ce que tu demandes ce soir. Voilà. Alors, tu demandes un peu, donc tu dis que le sans-abrisme est un phénomène qui touche toutes les communes, ça certainement, et Ciné n'y échappe pas, mais le sans-abrisme, il y a déjà plusieurs définitions du sans-abrisme, mais le sans-abrisme, pour dire les personnes qui vivent à la rue, tu dis que c'est des situations qui ont tendance à se multiplier. En tout cas, moi, depuis 5 ans que je suis donc présidente du CPS, j'ai eu 6 cas de sans-abri. Et sur les 6 cas, pour un cas, la procédure Housing First a été enclenchée. Donc oui, le CPS collabore avec Housing First depuis maintenant plusieurs mois. Il faut savoir que Housing First, c'est une ASBL qui n'agit pas dans la précipitation ni dans l'urgence. Il y a des conditions pour entrer en Housing First, donc on ne peut pas y admettre tous les sans-abri. Il faut qu'il y ait au moins un parcours d'errance au moins de 2 ans et des assiétudes. Donc les deux vont ensemble. Donc pour ça, on a enclenché le processus une fois pour un sans-abri et pour les autres personnes, on a trouvé des solutions rapidement. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les heures ou dans les jours qui suivent. Alors tu demandes aussi s'il y a un dispositif qui est mis en place de manière permanente à Ciné. Alors oui, il y a un dispositif et donc le dispositif, il est le même pour tous les sans-abri qui se présentent au CPS. Donc d'abord, on leur propose un logement d'urgence ou un logement d'extrême urgence, puisqu'il faut savoir que le CPS de Ciné dispose de 5 logements d'urgence et un logement d'extrême urgence. Donc ça, c'est la première des solutions qu'on propose. La personne est libre d'accepter ou pas. Après, si la personne dit non ou si les logements d'urgence sont complets, on se tourne vers la maison citoyenne, puisqu'on collabore avec eux en ce qui concerne les logements de transit. S'il n'y a pas de place non plus en logement de transit, alors on fait une recherche personnelle avec les personnes qui sont sans abri. Donc on a un petit portefeuille de propriétaires avec qui on travaille et donc on les contacte pour voir s'ils n'ont pas un logement de libre. Les personnes sont libres de prendre le logement ou pas. On ne force jamais personne. Après, si on ne trouve pas de logement, on regarde dans les maisons d'accueil et dans les abris de nuit s'il y a de la place. On leur bien évidemment une adresse de référence pour qu'ils puissent conserver leurs droits sociaux. On regarde aussi dans les auberges de jeunesse. On leur donne parfois des aides financières parce que parfois la volonté de la personne est de repartir vers une autre ville que celle de Ciné. Donc on leur donne une aide financière pour qu'ils puissent partir, rejoindre une destination qu'ils choisissent. On leur offre des colis alimentaires. Alors, on les aide à l'inscription dans les logements sociaux. Il faut savoir que depuis plusieurs mois maintenant, on collabore avec l'APL de chez Espace. Et donc, on a une permanence tous les vendredis après-midi au sein du CPS. Ce n'est pas sur rendez-vous et les personnes peuvent s'y présenter donc, tous les vendredis après-midi. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment la procédure qui est mise en place pour tous les sans-abri. Il faut savoir aussi que ces solutions elles existent, mais qu'on ne peut pas aider les personnes si elles ne peuvent pas être aidées. Donc s'il y a des personnes qui restent dans la rue pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, j'ai envie de dire c'est qu'elles l'ont décidé ainsi. Et nous, on ne peut pas pousser ces personnes-là à accepter notre aide si elles ne le veulent pas. Alors tu parlais ici d'abri de nuit. Honnêtement, moi je n'en vois pas l'utilité. Pour 6 personnes sur 5 ans, je ne pense pas qu'on va en avoir plus. Donc voilà, il faut savoir qu'un abri de nuit, ça coûte. C'est un budget quand même conséquent. Il faut du personnel.
il y a des charges, etc. Donc je ne vois pas l'utilité d'avoir un abri de nuit sur Ciney, d'autant plus que nous avons déjà, comme je l'ai expliqué, 6 logements d'urgence. C'est quand même déjà pas mal. Ils ne sont pas tous pris en même temps, donc des solutions, elles existent, oui. Et donc voilà, je dirais pour terminer que tu dis que le sans-abrisme, ben voilà, c'est une fatalité. Ben voilà, c'est assez subjectif. Moi, je ne trouve pas. Voilà. Merci. Peut-être pour repasser la parole à Valérie, je pensais que Séverine ne le dirait pas, donc je l'avais noté, mais elle l'a dit tout à la fin, et c'est difficile à entendre, mais il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Et donc on voit parfois sur les réseaux sociaux, c'est honteux, la ville ne fait rien, tout ça. Mais si, le CPS est allé au contact, mais les gens ne veulent pas, c'est un choix personnel. Et ça, avant de s'exciter, les gens devraient peut-être prendre leur renseignement, parce que Jean-Marie Opinion-Chef, donc à mon avis, il en a déjà rencontré aussi, sûrement que Guy aussi. Alors c'est difficile à comprendre, hein. Effectivement, lorsqu'on s'endort tous ici dans notre chambre le soir, sous nos couettes, il y a des gens qui veulent ce style de vie ou qui sont arrivés par hasard, hein, et je ne vais pas dire qu'ils s'y plaisent, mais qui l'acceptent et qui ne veulent pas la main tendue. Ça arrive aussi, et c'est difficilement compréhensible, ça j'entends bien. Merci Madame Goudert. En effet, je connais bien la situation, il y a des gens qui ne veulent pas en sortir. Mon intervention était aussi un peu pour donner une information, calmer le jeu un peu sur tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et que je trouve que beaucoup de gens disent beaucoup de choses sans savoir de quoi il en est. Donc c'est intéressant d'avoir votre réponse par rapport à ça. Je voulais vous demander si les 3 personnes dont j'ai parlé ont accepté votre solution. Ou pas? Alors, le premier, donc tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, donc voilà. Pour les autres, je ne me prononcerai pas. Rallumer le micro? Non. Je me demandais si on pouvait aussi mettre dans le sans-abrisme les personnes qu'on a accueillies dans le centre sportif Les Migrants l'année passée, ou il y a 2 ans. C'est aussi une... Oui, c'est une forme de sans-abrisme, comme les personnes qui vont de famille en famille ou d'amis en amis, c'est aussi une forme de sans-abrisme. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon intervention, les personnes qui restent longtemps à la rue, ce sont des personnes voilà, qui ont choisi cette solution. Je n'en dirai pas plus. Merci. Et donc au début de la législature, on m'avait dit que ce n'était pas Madame Massey, mais c'était Madame Masset. C'est pas Madame Goudert, c'est Madame Gueder. C'est pour rire, bien entendu. Mais après 5 ans, je me dis, c'était une petite pique, hein, gentil. Le papa fait que c'est Goudert. Oui, parce que voilà. J'ai demandé au papa un jour, mais finalement, comment est-ce qu'il faut appeler, etc. Est-ce que c'est Gueder? Est-ce que c'est... Il me dit, on le met à toutes les sauces, mais c'est Goudert. Voilà, vous m'apprenez quelque chose, voilà. Valérie, je m'excuse, c'est toi qui avais raison. Donc ça sera Madame Goudert jusqu'à la fin de la législature. Voilà. Et moi, j'ai aucun souci avec ça, j'en prends bonne note. C'était bien entendu une boutade. Hein. Donc, qui vote pour que ce soit Goudert? Qui vote pour que ce soit Goudert? Sur cette... Donc, ça va Valérie, je peux passer au dernier point, en question orale. Donc, il y avait une question de Marc concernant l'électricité. Oui, merci Fredon. C'est l'écart. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, pardon, oui, ça va. Je ne vais pas vous refaire l'historique de toutes les mesures qui ont été prises concernant l'éclairage public. Je sais bien évidemment que vous êtes au courant. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore 2-3 communes dans la province de Namur, dont Ciney, à pratiquer la suppression de l'éclairage avec des plages horaires différentes. Ça, c'est la petite boutade, maintenant je vais vous dire. Cela me fait penser un petit peu à un village gaulois et c'est irréductible. Ma question est très simple. À quand un retour à la normale et quelles sont les bonnes raisons et arguments pour poursuivre ces économies? Merci. Merci Marc. Et c'est donc Laurence, qui a l'énergie dans ses attributions, qui va te répondre. Je pense que cette question aurait très bien pu être posée par écrit parce que j'aurais pu franchement donner davantage de détails. Ici, je vais juste rappeler en fait que cette mesure nous a permis, monsieur le bourgmestre, d'économiser 80 000 €, c'est ça, plus ou moins? Oui.
C'est une estimation, oui. Dire aussi que ces 80 000 euros, ben, ils vont pas rester tels quels. En fait, ils vont bientôt, au fur et à mesure qu'on va remplacer l'éclairage par du LED, ben, on n'aura plus les 80 000 euros. On va plus faire autant d'énergie, d'économie d'énergie. Enfin, d'énergie, oui, mais au niveau financier, ce sera sans doute de moins en moins intéressant. Alors, Marc, tu dis qu'on résiste tel le petit village gaulois, mais je ne crois pas. Je pense qu'il y a encore d'autres villes qui pratiquent de la même façon cette extinction générale entre minuit et 5 heures. Je sais qu'il existe aussi des extinctions limitées, et puis il y en a qui sont revenus à l'extinction conventionnelle. C'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel on pourra réfléchir. Oui, je pense, mais pour l'instant, il n'en est pas encore question. C'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques mois au sein du collège, dans les divers, pour voir si on maintenait la mesure, et nous avons convenu de la maintenir encore. Voilà, d'autant plus que nous n'avons pas constaté de délinquance qui soit accrue. Il n'y a pas de vol, d'agression ou d'accidents qui ont été constatés pendant cette période, en tout cas pas plus que d'habitude. Donc nous n'avons pas encore vraiment d'arguments solides que pour nous faire dire, ben voilà, on va arrêter cette mesure. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, monsieur le bourgmestre? Non, juste dire peut-être que l'économie substantielle qu'on fait, elle va se réduire d'année en année, parce que plus on va remplacer notre éclairage par du LED, plus et donc voilà. Donc là, je veux dire, on risque de réallumer l'éclairage public, mais à terme, quoi. En 2029. Je ne serai plus là, toi non plus. Voilà. Ça va? Eh bien, merci à tous et à toutes pour ces débats constructifs et sereins. Je vous donne rendez-vous le 19 février pour la prochaine séance du Conseil communal. Et un grand merci à tous les gens de nous avoir suivis et au public nombreux. Un grand merci.